On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode dont On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Claude Picarda. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, nous allons parler avec toi de centres d'hébergement, de réinsertion sociale, de CAES, qui sont des centres d'accueil et d'évaluation de situation. Mais Claude, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Je suis rentré à La Vie Active il y a 13 ans, d'abord pour diriger un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, puis le pôle service à Anzin, et puis des CAES qui sont multipliés, démultipliés. Je viens auparavant d'un foyer de jeunes travailleurs, dont mon activité professionnelle a été essentiellement dans le monde de l'hébergement et du logement, après avoir fait quelques petits travaux de bricolage qui m'ont permis d'acquérir des compétences aujourd'hui qui me permettent de gérer aussi des professionnels. Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qu'est-ce que c'est très concrètement ? On comprend les mots, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer, entre guillemets, les coulisses, ainsi que les publics que tu reçois ? Alors l'État, le département et la CAF nous financent pour accueillir des gens qui sont à la rue, quelles que soient les raisons, soit parce que divorce, soit parce que expulsion, soit parce que victime de violence. Et on est chargé de les accueillir, les loger, de répondre à leurs besoins primaires, donc les nourrir, les aider à se soigner, les accompagner dans leur démarche pour repartir du centre vers de l'hébergement, vers du logement ou un retour en famille quand parfois ça s'organise de cette manière-là. Quel âge ont les gens ? J'imagine que ça doit être extrêmement variable, mais ce sont plutôt des adultes ou est-ce que tu as malheureusement des enfants aussi ? Alors, on accueille évidemment des personnes célibataires hommes ou femmes, mais également des familles, des femmes avec enfants notamment quand elles sont victimes de violences, puisque bien souvent c'est elles qui quittent le domicile. On les accueille sur une structure collective pour certains, en logement qu'on appelle diffus, puisqu'on loue des logements à des bailleurs qui servent à accueillir des gens en CHRS. Entendu. Et combien de temps restent les gens dans le CHRS ? Alors, il y a un cadre légal qui nous dit 6 mois renouvelables une fois. Néanmoins, la politique de l'association, et elle concourt à la mienne, évidemment, c'est de donner la chance autant de fois qu'il faudra aux gens. En somme, c'est vraiment ce côté humaniste et fraternel. Complètement. Je pense qu'on est là pour accueillir les gens, que c'est tellement simple de dire qu'il n'y a qu'à Fauqueux qu'on ne peut pas pratiquer cette méthode-là. Surtout avec la vie de personnes. Et parfois, des femmes avec enfants ou des familles, donc ce que je peux comprendre parfaitement. Complètement. Donc le CHRS, c'est d'abord un hébergement, mais après, il s'est développé au travers de différents dispositifs, des places d'urgence, puisqu'on en a 60 depuis 2010 qui se sont développées. Un accueil pour personnes victimes de violences, qui accueille donc les dames, puisque ce sont essentiellement des dames, et les accompagne dans leur démarche avec des professionnels extérieurs, pour essayer de d'abord être mis à l'abri, puis organiser leur démarche juridique pour pouvoir évoluer par la suite sans le conjoint violent. On accueille également des auteurs éloignés par la justice, qui sont des gens violents avec leur conjoint ou leur conjointe, et qui sont éloignés par le juge. Donc on les loge de façon à ce qu'ils quittent le logement de la victime. Nous logeons aussi des gens qui terminent leur peine de prison en alternative à l'incarcération. Et également des gens qui, à l'issue de leur peine, quand elle est terminée, n'ont pas de logement pour être relogés. À côté de ça, nous avons des dispositifs d'accompagnement de remise à l'activité, une petite insertion, on va dire, en amont de tous les dispositifs existants. Et nous travaillons surtout au CHRS avec l'ensemble des partenaires qui peuvent permettre un accompagnement de la vie quotidienne des publics accueillis, de façon à les aider, que ce soit du point de vue de l'insertion avec Pôle emploi et mission locale, que ce soit avec la Banque de France, que ce soit avec les généralistes ou les professionnels de santé. Enfin bref, tout ce qui peut concourir à faire réussir le départ vers l'extérieur du CHRS. J'ai l'impression que tu redonnes une vie à tous ces publics. Je me trompe ? Alors, on n'a pas la prétention de redonner une vie. Par contre, on leur permet de se la réapproprier autrement, de pouvoir rebondir, parce que c'est peut-être ça qui est essentiel. C'est que la vie est ainsi faite que tout le monde peut se retrouver au fond du trou à un moment. Et que si on n'a pas quelqu'un qui tend la main, si on n'a pas quelqu'un qui est là à côté, sans avoir d'action à prendre sur ce qu'on va réussir avec eux, évidemment, naturellement, les gens vont pouvoir rebondir et repartir. Je disais tout à l'heure que j'avais démarré au foyer de jeunes travailleurs. Quand je suis arrivé il y a 10 ans à La Vie Active, j'ai découvert des gens qui étaient sortis du foyer de jeunes travailleurs en couple, avec un logement, avec du travail, et qui avaient replongé. Et on sait que la vie est ainsi faite dans notre société qui ne donne pas la part belle aux gens les plus faibles. Tous ces gens que tu aides, est-ce qu'à un moment ou à un autre,
ça n'a pas une incidence sur ta vie personnelle. Je te la fais très courte. Est-ce que tu ne ramènes pas de toutes ces souffrances que tu vois au quotidien, est-ce que tu ne ramènes pas un petit peu chez toi? Alors, on se blinde avec le temps. Et puis, quand on met les moyens au quotidien pour essayer d'accompagner les gens, on rentre plutôt tranquille chez soi. Néanmoins, mon épouse est assistante sociale. Et donc, ça nous permet à la fois de débriefer sur des situations et parfois de trouver des solutions, voilà, et qui permettent aux gens soit d'être logés, soit d'être accompagnés, soit d'éviter des placements pour les gamins. Et ça, c'est une bonne chose. Qui se ressemble, ça semble. Apparemment. Claude, je reviens à ton équipe, parce que on va parler des CAES, des centres d'accueil et d'évaluation de situation. Tu en diriges 3. Tu viens de parler des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, de tous ces publics. Mais les équipes qui travaillent avec toi, qui sont ces personnes? Ce sont des professionnels qui se sont engagés pour accompagner les projets des structures. Moi, j'ai la chance, j'avoue, d'avoir des équipes qui sont rarement absentes, rarement malades, rarement en accident du travail et qui sont complètement adaptées à ce qu'on nous demande parce que il faut pas oublier que notamment sur les centres d'accueil et d'évaluation des situations des migrants, on a des gens qui vont arriver chaque jour. Un exemple hier, puisque la météo favorable, 30 départs à Saint-Venant, 23 arrivés ce matin. Ça veut dire qu'il faut avoir fait les chambres. Ça veut dire qu'il faut se repréparer à accueillir de nouvelles personnes, tout en ayant effectivement essayé de digérer le fait que des familles avec enfants vont traverser la mer dans le froid. Et donc, il faut des gens qui soient flexibles au bon sens du terme, adaptables, qui soient partie prenante de cette organisation, qui nous met souvent en difficulté de par la réglementation qui nous a imposée. Et du coup, être engagé au service du projet de l'association et du projet de l'établissement. Justement, c'est qui les profils? C'est des médecins? C'est qui exactement, qu'on comprenne bien qui travaille avec toi, pardon? Paradoxalement, quels que soient les établissements que je dirige, on n'a pas de financement pour des personnels médicaux, ce qui est quand même un sacré paradoxe. D'autant que les gens qui nous arrivent dans les CAES arrivent avec des bobos, des blessures, des brûlures, donc on les accompagne dans les hôpitaux comme il se doit. Néanmoins, les publics professionnels qu'on peut avoir sont des gens qui ont eu un passé professionnel, qui parfois ont fait une reconversion, qui ont l'envie de travailler avec ces publics-là, parce que bien souvent, il faut s'organiser pour communiquer, puisqu'on ne parle pas forcément la langue. Quelques-uns se sont remis en anglais. Bon, on a des professionnels collègues qui sont arabophones. Puis après, on utilise les moyens universels, les traducteurs Google, le langage des signes, et puis l'aide de certains publics qui sont hébergés pour traduire ce qu'on veut faire savoir à des gens qui auraient des dialectes spécifiques. Donc cette communication qui est fondamentale dans la vie, elle est parfois très système D. Les CAES se sont construits de façon empirique en fait à la sortie de l'évacuation de la jungle avec un organigramme qu'on a imaginé. On avait imaginé un traducteur par exemple, c'est un bon exemple. Parce qu'on l'avait pris arabophone et puis finalement on a eu des gens de l'Est et donc il a fallu s'adapter et aujourd'hui on sait que on a érodé un petit peu l'organisation de façon à s'adapter à ce qui se passe avec vraiment des contraintes où les conduites dans la préfecture sont connues 3 jours avant et donc ça nécessite des emplois du temps qui soient modulés régulièrement et assez fréquemment. Donc on a besoin de gens qui ont une dimension humaine évidemment dans la façon d'accompagner en étant capable de mettre à distance un petit peu tout ce qui va se vivre. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire avec les collègues qu'on voyage dans le monde pour pas cher. Alors, est-ce que tu as appris à parler certains dialectes? Est-ce que tu comprends certains mots aujourd'hui? Alors personnellement non, je sais que des collègues se sont mis à l'arabe, d'autres connaissent quelques mots de tel ou tel dialecte, et puis au fur et à mesure de l'ouverture ou de la fermeture des centres, puisque les CAES se sont ouverts sous différentes formes, y compris pendant la période Covid où on a ouvert 2 centres et qu'on a refermé après, on a connu des collègues qui ont regagné nos équipes, soit au CHRS, soit au pôle service d'Anzin, et du coup on a des compétences, je pense à Aïssata qui est mauritanienne, qui parle le Peul. On n'a pas souvent des gens qui parlent le Peul, mais le jour où on en a, on peut s'appuyer sur elle. Je sais que, par exemple, nos collègues du club de prévention d'Arras ont embauché un Libanais à qui on a déjà fait appel pour des traductions, par exemple. Donc, les compétences qui sont celles des établissements deviennent celles de l'association. Alors, justement, on vient de parler, tu vois, il n'y a pas eu besoin de transition, on vient de parler à l'instant même de centres d'accueil et d'évaluation de situation. Donc, ce sont des migrants qui sont sans papier,
Des gens qui restent pas très 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 longtemps. Tu l'as dit, certains prennent le bateau en espérant qu'ils arrivent tous à bon port et surtout vivants. Comment ça s'organise très concrètement? Parce que un centre comme ça, je ne sais pas qui y travaille, qui sont les gens avec lesquels tu collabores. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que j'imagine que, bon, on se dit tous, bon, ils vont être à un endroit, dans une maison ou dans un immeuble, et après, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, comment ça se passe? C'est quoi les coulisses? Alors, ce sont que des centres collectifs pour ce qui nous concerne. Je sais que par ailleurs, d'autres associations ont des logements individuels. À Croisy, c'est 170 places. À Nédonchel, c'est 135 places. Et à Saint-Venant, c'est 60 places. Les gens ont la possibilité de partir de Calais tous les jours par le bus. Il y a un bus affecté par les services de l'État pour arriver dans nos centres. À partir de là, ils vont devoir rencontrer la préfecture, les services de l'OFI parfois, pour faire part de leurs souhaits de projet. Alors si leur projet c'est de faire une demande d'asile, de regagner de la famille en Angleterre déjà connue ou de repartir au pays, ils vont pouvoir faire leur démarche. Et donc, durant leur séjour, on va les accompagner sur tout ce qu'ils peuvent vivre, sur les besoins primaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, manger, se soigner et ainsi de suite. Et puis, accompagner la vie quotidienne. On a bien en tête que ce sont des gens qui ont quitté et donc qui sont persona non grata dans les endroits et les pays qu'ils ont quittés. Et c'est pas rare d'accompagner des peines, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère au pays et qui pourra pas aller aux obsèques tout simplement, mais aussi des réussites quand ils nous envoient des photos d'Angleterre avec les gobelets du centre par exemple, avec lesquels ils sont partis et voilà, ou des messages de temps en temps quelques mois plus tard pour nous dire que tout se passe bien. Notre boulot, c'est de les mettre en garde sur les dangers de la traversée, de gagner du temps, de pouvoir les aiguiller sur les procédures, de leur donner peut-être quelques astuces pour qu'on puisse encore gagner du temps parfois. Puis quand ils sont résolus d'être partis, de toute façon, on les retient pas. Les passeurs ont appelé, ils ont payé une partie et ils vont quitter le centre comme c'était ce week-end, puisque la mer les courants sont favorables ce week-end et jusqu'à jeudi. Et donc à ces moments-là, on retient plus personne. Ils partent vers l'Angleterre. Lorsqu'il y a des traversées qui se passent mal, comment on réagit? Alors je sais, ma question peut paraître un peu idiote, évidemment on réagit mal, mais ça doit être un véritable déchirement. On accueille de temps en temps des gens qui ont tenté l'aventure et qui en sont revenus transis. On a aussi, et c'est toujours le cas à Nédonchel, une famille qui a perdu sa fille, lors du départ depuis le canal de la pour tenter l'aventure. Après, notre boulot, c'est de voir comment on va accompagner le deuil. On a d'ailleurs une psychologue qui est devenue ma directrice adjointe, qui a travaillé beaucoup sur le deuil, donc elle accompagne à la fois les publics et les équipes à se préparer à ça. On a l'impression quand même, avec le recul, que quand on permet au public de pouvoir accéder à leurs souhaits dans ce genre de situation, que finalement ça les aide beaucoup et à un moment ou à un autre ils vont nous coûter, puisque le centre a pour vocation d'accueillir les gens en moyenne 30 jours, ce qui n'est pas toujours le cas. On a eu des gens qui étaient là beaucoup plus longtemps, mais à un moment ou à un autre ils partiront, et avec souvent la volonté de nous dire qu'ils ont apprécié le séjour, en toute humilité. C'est d'être à côté, c'est d'être présent sur des petites choses, des choses un peu plus importantes pour la famille qui a perdu sa fille. C'est de s'organiser, même si on n'a pas toujours beaucoup de moyens en termes de personnel, puisque nos prix de journée sont quand même très 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 faibles dans ce genre de structure. C'est de pouvoir par exemple accompagner à Lille pour aller sur la tombe. Voilà. C'est des petits détails, mais qui valent tout l'or de la terre pour ces familles-là. Il n'y a pas des moments où vous avez le cœur brisé, très honnêtement? Là, tu es en train de me parler de drame, il n'y a pas que ça, fort heureusement, parce qu'il y a des choses positives, Dieu merci, avec des gens, comme tu le disais, qui t'envoient des photos, et puis il y a des success stories dont tu vas nous parler. Je crois qu'il y a des Soudanais qui réussissent magnifiquement bien. Mais sincèrement, en tant qu'être humain, et Dieu sait si tu l'es, puisque tu es marié à une assistante sociale, donc le social, l'humain, ça te parle évidemment, Claude. Mais il n'y a pas des moments où c'est particulièrement dur? Moi, j'ai une histoire personnelle qui fait que j'ai toujours connu l'assistance aux personnes. J'ai participé au Resto du Cœur. Mon père était président sur une association de Resto du Cœur. Les soirées de Noël, on allait chercher des choses à manger pour distribuer. Je l'ai connu. Ça m'a sûrement forgé, en fait. Néanmoins, effectivement, on a accueilli les premiers Soudanais qu'on a accueillis. On en a embauché quelques-uns et depuis, on a embauché d'autres personnes qui ont fait des parcours de migration.
J'ai d'ailleurs, juste avant d'arriver, eu un contact avec Waris qui nous a quittés. Il était afghan, il est arrivé mineur, il a eu la nationalité française, il a travaillé quelques années avec nous et il a ouvert son garage à Libercourt, qui marche très bien. Voilà une belle aventure. Et en plus, il nous a envoyé la semaine passée un candidat pour un remplacement qu'on a embauché. Voilà. Et en fait, on a d'autres personnes comme ça qu'on a embauchées et qui font des formations. Je pense à Noureldine, qui est surveillant de nuit à Croisy, dont le projet, dès le départ, était de pouvoir être routier, puisqu'il était routier, chauffeur routier dans son pays, au Soudan, et qui a passé une formation et qui, dès qu'il aura l'opportunité, va nous quitter pour aller bosser dans la voie qu'il souhaitait avoir. Des belles histoires, on en a, des gens de Croisy qu'on a relogés sur Béthune et qu'on continue à voir. Et aujourd'hui, je pense à Ahmed Ralil sur Croisy, qui a fait venir sa femme et ses enfants et qui vit sur Croisy, parce qu'on a un maire à Croisy qui a été très partie prenante et qui l'est tout le temps. Et donc, voilà, des histoires et des aventures, elles se multiplient. Des histoires de vie aussi avec la population, puisque sur Croisy, qu'on a ouvert en premier lieu, on a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus donner des coups de main dans différents domaines. Donc non, c'est plein de belles histoires en fait, parce que quand on vient travailler, on ne sait jamais ce qui va se passer le matin, quels que soient les centres. On ne sait pas s'il y aura un gros problème en arrivant, on ne sait pas s'il y aura de belles choses, s'il y aura des départs, des arrivées, qui on aura, et que même si sont des métiers à risque quand même, parce qu'on peut aussi avoir des agressions, on peut aussi avoir des moments pas simples, on essaye d'être solidaire, d'être attentif à la moindre chose, et ça c'est l'exigence qu'on a nous au niveau de la direction, c'est d'avoir tous les petits potins éco pour pouvoir anticiper tout ce qui pourrait éventuellement se croiser avec des choses qu'on peut nous avoir dit par ailleurs. Merci pour ta transparence, Claude. Et très sincèrement, je suis admiratif de ton calme olympien, parce que j'imagine que c'est quand même extrêmement difficile à gérer, très sincèrement. Je reviens justement au centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Là, on a parlé des CAES, donc je rappelle ce que c'est les centres d'accueil et d'évaluation des situations plutôt pour des migrants. Mais là, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est plutôt pour des locaux, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous avez développé un pôle sur les violences, principalement faites aux femmes. Comment vous gérez ça? Parce que là, ce sont des gens qui se retrouvent à la rue, des femmes qui se retrouvent à la rue, disons les choses clairement, parfois avec un enfant. Puis vous accueillez aussi des maris violents. Très honnêtement, c'est difficile pour moi de comprendre comment on peut accueillir quelqu'un comme ça, un mari violent. Et je trouve que c'est d'autant plus admirable que finalement, vous ne laissiez personne à la rue. Comment tu gères déjà les violences faites aux femmes, les femmes qui ont été agressées? Alors, on a démarré avec un accueil de jour qui accueillait au départ à mi-temps, puisqu'on n'avait pas les moyens d'avoir plus de temps, des personnes victimes de violences. Et puis, gentiment, on a développé des activités de partenariat avec des professionnels d'autres structures permettant d'accompagner les victimes qu'on accueillait sur des champs qui n'étaient pas les nôtres. Et on a créé un réseau de lutte et de prévention contre les violences intrafamiliales et conjugales sur l'arrondissement de Béthune, en lien avec notre financeur et la sous-préfecture. Et puis ce réseau a développé des activités aux dates, on va dire anniversaire, le 8 mars, le 25 mars, le 25 novembre. Mais au-delà, en fait, on a mobilisé par exemple des collèges sur la question des violences. On a fait des forums avec des actions qui étaient mises en place par des collégiens. On a fait des actions dans des centres commerciaux. On remettait au public les numéros importants et une rose souvent, pour mobiliser notamment les conjoints. On a fait un certain nombre d'actions de ce type-là et puis le réseau s'est développé. On a eu des financements pour former des publics professionnels à la question des violences, puisque il y a un cycle dans les violences qui fait que parfois les auteurs et les victimes se remettent ensemble, mais c'est pas toujours le cas. Et dans ces formations, on a commencé avec les CCAS, qui sont les premiers en général professionnels des communes à accueillir les habitants. Donc, et pour aller jusque la formation de référents dans chaque commune de la communauté de communes de Béthune, chaque ville a un référent violence conjugale depuis maintenant 3 mois. Et on va bientôt former des gens au niveau de l'ordre des médecins. En fait, la difficulté des violences, c'est que des gens savent pas se positionner ou ne veulent pas se positionner. Mais l'autre sujet, c'est qu'il faut des moyens à un moment pour pouvoir mettre en valeur un certain nombre d'actions. On y vient
tout doucement. Il ne faut pas toujours d'énormes moyens dans l'action sociale. Parfois, il faut juste mettre en phase ou ensemble des acteurs qui pourraient travailler ensemble. Par exemple, aujourd'hui, les gendarmes savent qu'on a 2 places identifiées pour les victimes de violences. C'est-à-dire que quand ils récupèrent, souvent le week-end d'ailleurs, une dame qui a été malmenée avec les enfants, une fois que les démarches administratives sont faites, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les garde dans les locaux? Ben non, on peut les loger au CHRS. Voilà. Vous accueillez aussi les hommes violents. Comment on gère ces populations, sincèrement? On a décidé d'accompagner les auteurs de violences parce que il fut quelques années, on avait eu des places, des financements pour des places pour les victimes. Et on s'est aperçu que finalement, ce sont toujours les dames et les enfants qui quittent le logement, que monsieur reste dans le logement même quand ce n'est pas le sien, et que ça fait tout de suite des places d'hébergement occupées, et donc les gens à la rue, je dirais les autres, n'avaient plus de place pour être hébergés. Et donc on a ouvert 4 places, contre vents et marées. Aujourd'hui, on en a ouvert sur tous les arrondissements enfin pas nous, mais les services de l'État ont ouvert des places pour auteurs sur tous les arrondissements du Pas-de-Calais, avec des gens qui... alors nous, on était partis sur l'idée que peut-être on aurait des couples en connaissance ou avec des partenaires qui auraient besoin de souffler un peu. Et en fait, on a une association qui est rattachée au tribunal qui gère les personnes qui sont jugées et qui sont éloignées du domicile. Et donc, ce sont ces personnes-là qu'on accueille aujourd'hui. On a 4 places, on en a demandé là 4 de plus, on attend de savoir si on aura les financements. Mais l'accompagnement, c'est aussi de se dire que le cycle de la violence fait que parfois, la séparation, elle n'est que temporaire ou elle n'est pas si facile que ça. Et donc, le parti pris, c'est de se dire, ils sont auteurs, certes, ça chatouille parfois effectivement, mais à la fois, pour vous donner un chiffre que j'ai eu pas plus tard que vendredi dans un comité de pilotage au tribunal sur les violences conjugales, à la prison de Béthune, 80% des personnes qui sont incarcérées y sont pour des raisons de violence. Et je pense que c'est pas un secteur unique en France, que la violence elle est liée souvent à la précarité, parfois à l'alcool, mais l'alcool fait que désinhiber en fait, parce que une fois qu'on retire l'alcool, la violence, elle est quand même là dans l'esprit. Et qu'il y a encore un travail, me semble-t-il, à faire auprès des jeunes générations. Parce que les cours d'école, elles sont quand même violentes. Les réseaux sociaux sont violents. Et on pourra pas avancer si on n'avance pas sur ces champs-là. Alors, tu viens de nous parler de sujets extrêmement difficiles. J'en suis encore moi-même... tout retourner. Est-ce que tu peux nous parler de success stories, s'il te plaît? Parce qu'il y en a plein. Alors, tu en parlais avec le CAES il y a quelques minutes, mais il y a aussi des gens que vous avez réinsérés, qui s'en sont sortis, que ce soit des SDF, peut-être des femmes qui ont été battues ou des hommes qui ont été violents et qui sont devenus des hommes dignes de ce nom, d'émettre ce jugement. Mais tu en as plein, j'en suis intimement convaincu. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, s'il te plaît, Claude? Alors, je vais vous parler de Madame D. Madame D, c'était quelqu'un qui était à la rue et qui nous a été orienté par les services sociaux du département vers le CHRS parce que elle ne pouvait plus vivre avec sa fille qui avait aussi des soucis avec son gamin. Donc elle a vécu quelque temps, mais elle n'y avait pas le droit. Elle était à la rue, elle est arrivée au CHRS pendant 2-3 ans. Madame avait 60 ans. Normalement, c'est un âge où on n'accueille plus au CHRS puisque... on est censé accueillir les gens de 18 à 60 ans. Sauf que les réponses d'hébergement en France sont pas suffisantes pour un certain nombre de publics. Et donc, nous, on va au-delà quand il faut aller au-delà. Et puis, cette dame, elle a repris force. Une maman de 13 enfants. Elle les voyait plus tous, quand même. Voilà. Quelqu'un qui avait une vie bien, bien compliquée. Et au bout de 3 ans, on a travaillé avec nos collègues de l'EHPAD de Marle. Et aujourd'hui, elle y vit depuis quelques années. Elle est toujours aussi enjouée. Elle a fait des voyages. Elle est allée en Grèce, elle est allée en Espagne, enfin voilà. Elle prend de l'âge comme c'est normal, mais c'est quelqu'un qui a réussi de cette manière-là. Et on a travaillé à plusieurs reprises avec des collègues de structure de cette manière-là, de manière à sécuriser des situations. Avec nos collègues de l'ESAT, c'est pas rare qu'on ait accueilli des couples de travailleurs handicapés qui pouvaient être violents entre eux, voilà. Et on a permis parfois par des séjours de réamorcer une vie de couple et la poursuite du travail. Récemment, on a permis à un travailleur handicapé de l'ESAT d'Ersin de venir chez nous parce qu'il était malmené chez ses parents. Il avait vécu quelques semaines chez nous et le fait qu'il travaille, qu'il ait des ressources, ça a permis d'avoir un logement. Donc il nous a quittés il y a une dizaine de jours pour son propre logement autonome. Des situations pour des jeunes sortant d'IME aussi qui à 18 ans ou 21 ans doivent quitter l'IME.
La famille n'en veut plus, voilà, donc on accueille, on bouge nos lignes parce que si on s'en tenait qu'au public qu'on devrait accueillir, il y a tout ce public-là qui resterait sur le carreau parfois, quoi. Si on restait dans le confort de nos missions, on réglerait pas un certain nombre de sujets avec les publics. Justement, si tu avais une baguette magique, Claude, qu'est-ce que tu changerais dans ton job ? Je pense qu'il faudrait changer les cadres de fonctionnement. On a encore des cadres très rigides dans lesquels il faut rentrer. Il y a des tiroirs et aujourd'hui, parfois, la mutualisation d'un certain nombre de moyens favoriserait les choses. Là où on nous demande de rester dans les couloirs de financement, là où on nous demande de rester dans des cadres qui répondent plus du tout à ce qui se vit en haut. En fait, on voit bien, la société d'en bas, elle entend pas ce qui se vit en haut et vice versa. Et ça fait des remous partout dans le monde à cause de ça. C'est pas typique à mon aspect professionnel, c'est typique à une société qui est plus sur les mêmes créneaux que ce qu'on veut mettre en place. Dans le champ des CHRS, il y a eu le moment où on pouvait tout mutualiser, puis après il a fallu désolidariser les dispositifs, les financements. Et puis aujourd'hui, on le voit au CAES, on est bien content qu'on ait pu, nous, à l'association, permettre de mutualiser les moyens des uns des autres pour pouvoir faire fonctionner l'établissement avec le coût qu'on nous donne pour le faire fonctionner. J'ai des salariés du CHRS qui sont allés travailler pour donner leurs compétences au CAES quand il fallait le mettre en place, parce qu'à un moment, on n'aurait pas pu fonctionner de cette manière-là. L'association a pris des risques sur la poursuite des financements qui étaient assez évasives parfois pour pouvoir prendre des risques et embaucher des gens en CDI. Tout ça, c'est des risques qui sont pris à nos niveaux et qui génèrent après, quand ça se passe pas bien, des soucis pour les uns pour les autres. Donc, changer la société, évidemment que non, mais donner à une souplesse dans les fonctionnements, de la lisibilité à long terme aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Et une dernière question pour toi, Claude, et crois-moi, elle est difficile. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac ? Un projet pour les autres. Eh bien, merci à toi. On va se quitter sur cette notion évidemment humaniste et fraternelle. Merci à toi, Claude. C'était absolument passionnant. Je suis encore une fois très admiratif des situations que tu vis, mais c'est parce que, évidemment, je suis extérieur à tout ça. J'ai la chance de ne pas avoir ces soucis-là, ni de près, ni de loin, autour de moi. Donc, encore une fois, bravo. Et tu peux aussi féliciter tes magnifiques équipes de ma part. Merci à toi. Alors, chers auditrices et auditeurs, quand on entend un homme aussi humain que Claude, eh bien, on peut soutenir la vie active parce que la vie active a évidemment besoin de soutien. Deux manières de le faire. La première est très simple. Vous allez sur le site vieactive.fr, vous cliquez dans la rubrique « Faire un don ». Il n'y a pas de petit, de grand ou de moyen don, vous donnez ce que vous voulez. Je le rappelle, c'est déductible des impôts. Et puis, vous pouvez aussi soutenir le podcast. On est là pour vous, en mettant 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Et encore une fois, Claude, je tiens à te remercier. C'était très poignant. Et pour quelqu'un qui dit être relativement timide et pas habitué aux médias, je te félicite. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.